Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va parler d'un actionneur des années 90 réalisé par John Woo. Oui, qui a eu sa carrière à l'américaine. J'ai déjà parlé de Volte-Face il y a pas mal de temps sur la chaîne. Ce n'est pas ici son premier film réalisé aux États-Unis, puisqu'avant il y en a eu un qui s'appelait Chasse à l'homme, je crois, avec Jean-Claude Van Damme, dont il va être question aujourd'hui, de Broken Arrow, sorti en 1996, qui vient de fêter ses 30 ans. Rien à voir avec le Broken Arrow, la flèche brisée de Dermot Daves, un vieux western dont j'ai aussi parlé sur la chaîne. Non, ici on est donc dans un film très thriller, militaire, actionneur, surtout actionneur, qui va réunir au casting, tiens donc, John Travolta, un an avant Volte-Face, il est déjà là dans un rôle quasi équivalent, hein, quelque part, et Christian Slater, qui fut une jeune star, notamment grâce au Nom de la Rose, et qui a un petit peu grandi ici. Dans le rôle féminin principal, ce n'est pas Sandra Bullock, je vais expliquer pourquoi après, mais Samantha Mathis, alors je ne sais pas si je l'ai vue ailleurs, elle peut-être, mais bon. Et aussi dans des rôles secondaires, Delroy Lindo, Bob Gunton qui joue un méchant, comme souvent à l'époque, hein, Les Évadés par exemple, au préalable, et Kurtwood Smith, un autre méchant par exemple dans Le Cercle des Poètes Disparus, mais ici c'est le secrétaire de la Défense. On reconnaîtra également à l'époque le jeune Frank Whaley qu'on avait pu voir dans Pulp Fiction. Il y a aussi Howie Long ou Daniel Van Bargen qui plus tard sera dans The Faculty. Moi je me rappelle surtout de sa prestation dans ce film. Raymond Cruz fait un petit coucou bien avant qu'il ne soit Tuco Salamanca dans Breaking Bad. Alors, Broken Arrow, j'étais complètement passé à côté, hein. C'est une découverte très tardive me concernant. John Woo commence à réussir sa carrière outre-Atlantique jusqu'à son point culminant, enfin l'un de ses points culminants, Volte-Face, hein, et aussi Mission Impossible 2, bien sûr. C'est intéressant parce que John Woo récemment est ressorti en salle, hein, à travers pas mal de ses films hongkongais en remastering, tout ce que vous voulez. J'ai même fait un reel sur la 7ème illusion, j'allais dire sur Sens Critique, pas du tout, je ne suis pas du tout affilié à Sens Critique, non, sur la 7ème illusion, mon collectif, rien sur une balle dans la tête qui est peut-être le chef-d'œuvre du monsieur, donc voilà, mais là je reviens à sa période plus commerciale, disons-le, qui va ici nous faire l'histoire d'un affrontement entre deux amis peut-être, sur la base, on va dire, de leur relation de départ, deux militaires qui travaillent pour la US Air Force. D'un côté, le Major Dickens, joué par Travolta, et de l'autre, un peu plus jeune, hein, Riley Hale, interprété par Christian Slater, ce dernier considérant Dickens comme son mentor. On les voit se battre au début sur un ring de boxe, ils se font des paris à coups de petits billets de dollars à droite à gauche, c'est un film américain, quoi. Et très très vite, ils vont être affublés d'une mission exceptionnelle, prouvé grâce à un avion hyper furtif qu'on peut transporter des charges nucléaires sans se faire voir, une sorte d'ovni dans le ciel, hein, etc. etc. Sauf que ça va mal se passer. Alors, pas de spoiler précis ici, parce que c'est le synopsis de base, mais très vite, l'un des deux va se retourner contre l'autre, à savoir le mentor major Travolta, qui va dérober, en fait, qui veut s'emparer de ces ogives nucléaires et qui va se retourner contre son ami disciple, si vous voulez, Hale, et ça, il va être éjecté, ce dernier, dans le désert de l'Utah, et va survivre, tandis que Dickens va tout faire pour récupérer ensuite ce colis très dangereux pour l'humanité, et le donner contre de l'argent à des mercenaires menés par Bob Gunton. Alors, vraiment, on est dans l'archétype de ce genre de scénario-là. Et donc, nous allons ensuite assister à l'affrontement, peut-être, entre les deux anciens amis, autour donc, de la récupération ou non de ces armes, et ils vont se chercher, etc. Et pendant que Hale va survivre dans le désert, et celui-ci donc, va s'associer à une jeune ranger écolo donc, du parc, bon, qui est jouée par Samantha Mathis. Et tout ceci va se dérouler par la suite. Bon, synopsis un peu pêle-mêle, j'avoue, après avoir visionné ce film, je ne sais pas trop quoi en penser en vrai. Disons que j'aurais dû préciser un truc au début. C'est un scénario de Graham Yost, voilà, qui 2 ans auparavant a pondu Speed. C'est un film qui vient après Speed, c'est assez évident. C'est pour ça que je parlais, c'est pas Sandra Bullock au début, c'est Samantha Mathis. Bon, la relation qu'elle va entretenir, donc, cette protagoniste avec Riley Hale, pardon, Christian Slater, n'est pas sans rappeler le lien, on va dire, comment une relation intense pourrait démarrer hein, dans des situations de danger,
qu'on a pu voir donc entre Keanu Reeves et Sandra Bullock dans Speed. Avec l'urgence aussi, la rapidité, le compte à rebours perpétuel pour sauver la situation. Et c'est bien le problème. Enfin, en gros, Broken Arrow, il s'inscrit dans cette mouvance-là du blockbuster post-années 80, donc années 90. Mais qu'est-ce qu'il rajoute de plus? C'est même un film qui est très en retard sur son temps, sur le côté peur du nucléaire, les ogives et tout. Ça peut fonctionner dans l'ère Reagan, ça, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Là, on est quand même à la bourre, hein, j'ai envie de dire. C'est un film un peu désuet, et désuet dans la ressucée aussi de certaines choses. J'en fais des allitérations. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est la bonne question. Mais, oui, c'est du post-Die Hard aussi, avec le méchant un peu psychopathe, sociopathe, charismatique, qui veut se retourner contre le pouvoir, contre la société. Alors ça là, c'est quelqu'un qui était dans les arcanes, hein, en tant que militaire, et qui, on voit, n'aime pas les bureaucrates, les technocrates et tout, oh là là, qui veut s'affirmer par son ego, par son appât du gain peut-être, par son côté sociopathe, dire qu'on a plus ou moins ça à la tête des États-Unis, hein, depuis quelque temps, ça fait peur. Bon, j'exagère, j'extrapole, pas trop en vrai, pas trop. Donc, d'ailleurs, très intéressant finalement à essayer de décortiquer le Major Dickens. Si le film voulait nous donner de la psychologie, de la profondeur, bon, c'est un peu raté, mais nous, au moins, on peut essayer d'imaginer des choses. Est-il vraiment juste intéressé par l'appât du gain? Est-il juste en mode vengeance? La question est pourquoi? Par avidité de pouvoir absolu, de contrôle. C'est quelqu'un qui est toujours en train de sourire face au danger, et là, c'est un peu l'agent du chaos, quoi. Oui, bon, au final, est-ce que c'est vraiment passionnant? C'est quand même la force du film, John Travolta. Voilà. Il y croit, il se fait plaisir, on a un méchant quand même qui a de l'impact, qui a une présence. Alors pour le reste, le personnage de Bob Gunton est très vite expédié, le duo Slater-Mattis fonctionne pas super bien, enfin, ils n'ont pas à démériter dans ce qu'ils proposent, eux. Là, je parle de l'actrice et de l'acteur. Mais de leur personnage, voilà, c'est là où on voit qu'il y a eu mieux avant, entre guillemets, mais dans le même domaine, hein, je suis obligé de faire une comparaison, c'est le même scénariste dans Speed. Et cette idée que, bon, bah oui, là, on est quand même dans une sorte de série B, de sous-genre d'un actionneur qui se fiche un petit peu, en fait, de vouloir proposer autre chose et de le faire avec intensité autre. C'est ça qui est dommage. Bien sûr, il y a des scènes qui fonctionnent, quand même, ce qui évite au film d'être un total navet absolu. Il est juste moyen médiocre, si vous voulez. C'est que John Woo à la réalisation, même s'il fait le yes man, entre guillemets, pas trop développer son univers habituel, mais quand même, il y a des moments dans la mise en scène visuelle où on voit que c'est lui qui veut tenter des choses. C'est limité, hein, mais il veut tenter. Avec ses ralentis, c'est presque opératique par moments, sauf que c'est trop bref. Il y a un combat final, voilà, bon, si vous voulez. Mais c'est un peu léger. Voilà, on joue plutôt sur la rapidité des choses. Tout ce qui est plus ou moins politico-militaire, enjeu, potentiellement géopolitique ou pas, mais bon, de danger, c'est très vite évasif, mis de côté, enfin il n'y a rien qui va aller vraiment dans la profondeur, tout est assez téléguidé en fait, et ça refuse, on peut le dire, la réflexion autre que ce qu'on va nous balancer comme ça dans les clichés et dans le cahier des charges d'une époque qui commence à toucher à sa fin finalement. Bon, Volte-Face, ça réussira mieux quand même, parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi dans Volte-Face. Enfin, il y a une idée, il y a une intention, voilà, avec le jeu des identités et du double. Ici, non, hein, voilà, c'est juste un mentor et son jeune pote, enfin jeune, enfin, quand même une vraie amitié autour d'un pari global qui va être malheureusement mise à mal et même donc du coup se transformer en duel. Mais même là-dessus, ça a du mal à se mettre en place. Alors il y a quelques petites scènes sympas, notamment dans la mine, oui, mais même là, sur la tension et sur, on va dire, le climax, l'exposition finale de cette séquence-là, c'est presque décevant. Hein, ça retombe comme un soufflet, c'est le cas de le dire. Hein, heureusement, il y a les papillons qui volent, donc finalement, il n'y a pas de danger. Oui, bon, je cite des petites... voilà, c'est très important, ça. La nature, quand même, mais bon... Puis bon, le côté quelque peu post-western, on pourrait y croire. Mais non, voilà, je me suis dit, tiens, Broken Arrow. Alors, Broken Arrow, c'est un nom de code militaire, parce que voilà, on vient de dérober, de perdre des armes nucléaires, donc c'est vraiment le danger absolu. Mais je me suis dit, il y aurait peut-être des liens indirects, plus ou moins, avec le Broken Arrow de Dermot Daves, dans l'ambiance post-western, à un moment quand ils sont dans le désert. Non, pas du tout. C'est même pas exploité, ça. L'aspect survie, tout ça, oui, bon, on force ce duo parce qu'on veut revenir
dans ce qui a fonctionné 2 ans avant dans Speed. On a donc ce potentiel duel avec quelqu'un qui est au-delà du système et qui veut prendre le dessus. Là aussi, donc je le disais, on est dans la continuité de Die Hard. Hein. D'ailleurs, l'année d'avant, il y avait le meilleur Die Hard pour moi, hein, Une journée en enfer, qui est un des meilleurs films d'action de l'histoire, et qui est un petit peu, on va dire, le sommet de ces films d'action-là. Commençait déjà un peu à tomber, enfin c'est un genre qui tombait un peu, forcément. Enfin, les gens, les spectateurs cherchaient autre chose, et là, voilà, on arrive à une limite, la limite de ce genre de film qui ne propose rien de neuf, rien de plus, et qui ne fait que se renforcer dans, on va dire, certaines de ses influences pour, voilà, j'ai envie de dire, ça va un peu matraquer le spectateur, ça peut marcher, hein, si vraiment vous ne savez pas quoi voir, etc., peut-être que ça marchait mieux à l'époque, mais là, voir ça en 2026, même par rapport à des films, voilà, c'est bien trop tard et je vois bien trop les apparenter. Il y a même, allez, on se la joue un peu à la Runaway Train sur la finalité aussi, ce qui est intéressant parce que, voilà, la vitesse qui se met en parallèle avec cette sensation de danger, ça reprend peut-être aussi des vieux films de western qui pouvaient aller dans les trains, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est presque expédié. Quand même, c'est là où on a les meilleures scènes de duel, de combat, un peu de ralenti, bref, du John Woo. Pas vraiment de gunfight, il y a un petit moment de gun hein, plutôt dans le film aussi, où on pourrait y croire, mais il y a quand même des tentatives de placement de caméra et tout, qui fait que voilà, cela se donne un cachet à ce film, un peu John Wooien, mais c'est presque frustrant de voir que c'est très vite voilà, étouffé par, on va dire, cet aspect blockbuster, très décomplexé, mais au final qui n'apporte rien dans ce décorum de peur du nucléaire et de Washington contre un mercenaire. Non, il y a tous les personnages secondaires, hein, voilà, les secrétaires de la défense, machin et tout, c'est tellement sous-exploité tout ça, ça ne sert pratiquement à rien. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je pense, dans l'écriture globale, et du coup, après, John Woo, il fait ce qu'il peut, mais on sent qu'il n'est pas totalement animé par le projet non plus. Mais ça permet de le préparer, en termes de brouillon, peut-être, à ce qu'il fera mieux, je trouve, dans Volte-Face derrière, qui va plus s'assumer, on va dire, dans un décalage. Là, c'est presque trop sérieux aussi. Voilà, c'est trop sérieux. Je pense que le film se prend trop au sérieux par rapport à ce que c'est, et se refuse à aller trop dans la psychologie et la profondeur, donc on se retrouve avec quelque chose, on va dire, de moyen. Je n'ai pas envie de le canarder plus que ça non plus, le film, parce que, comme je le disais, il y a quand même des idées visuelles. Il y a la BO de Hans Zimmer aussi, qui est vraiment bien. Pour petite anecdote, le thème principal, qu'on entend souvent, on l'entendra l'année d'après dans Scream 2. Ça deviendra le thème de Dewey. Un peu par erreur, en fait. À la base, il devait y avoir un autre thème de Beltrami, hein, mais finalement, ça ne s'est pas finalisé. Ils ont réutilisé, donc, dans la banque des sons qui était disponible, parce que c'était un peu libre. Hans Zimmer ne possédait pas, en fait, sa propre BO. Ils ont réutilisé cela. 1 an après. Bon... un peu paresseux quand même. Mais c'est déjà arrivé hein, dans l'histoire du cinéma, sauf que c'est pas forcément 1 an après quand même. Bon. Mais finalement, moi, à chaque fois que j'entends ce thème, je pense du coup à cette scène dans Scream 2, là, quand ils vont chercher dans un truc de cinéma, là, des vidéos. Bon, si vous voyez, l'une des meilleures scènes de ce film aussi. Une meilleure séquence, on va dire. Bon voilà, pour Broken Arrow, pas grand chose à dire. Je me suis dit, je vais faire une zone spoiler, non, pas la peine. Hein. C'est pas très important en fait. Ça se termine comme ça se termine, avec le sourire aux lèvres malgré tout. Ça aussi, ça va, voilà. Parce que bon, je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais est-ce qu'on garde, nous, le sourire aux lèvres après avoir vu ce film? Bof, hein, bof. Mais, si vous, dans les commentaires, vous êtes attaché par rapport au visionnage plus jeune à ce film, vous avez le droit de le dire. Hein. Moi, c'est comme ça, hein. Je suis un peu... je trouve que c'est un petit peu intéressant, disons-le. Malgré tout, ça se laisse regarder. Attention, hein, je n'ai pas passé un horrible moment, évidemment. Mais c'est vrai qu'à certains instants, tu décroches un peu et tu te dis ah, c'est dommage, on a des aspects intéressants, on a des éléments qui peuvent être passionnants, mais non, voilà. Même sur le jeu des décors, tout ça, c'est un peu limité, je trouve. On sent quand même les studios par moment, bon, alors qu'on est souvent en espace extérieur. Bon. Allez, à vous la parole en commentaire, et n'hésitez pas donc à faire part de votre accord ou désaccord par rapport à ce que j'ai dit, à votre analyse personnelle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!